bien le bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue en ce samedi matin ici sur Canal, en ce samedi 23 mars. Et ce matin on célèbre C'est peut-être l'occasion d'abord de revenir sur la journée mondiale de la météo, de la météorologie. On en parlera d'ailleurs ce matin dans une escale avec Imen Mahrouk Garas qui nous parlera donc de cette journée mondiale de la météorologie. Elle reviendra sur la thématique et bien évidemment elle parlera de cette fameuse journée. Retour également sur une autre journée qui elle aussi est célébrée. C'est l'occasion de parler de la lutte contre le gaspillage, la protection de l'environnement également. C'est la célébration de la journée mondiale de l'eau cette fois-ci. Ismaïn Amirouche sera là sur notre plateau. Il est directeur général de l'Algérienne des eaux. Abdelhakim Meziani, il est chercheur, vous le connaissez, c'est un homme de culture, il ne sera pas seul. Mostafa Khiati sera avec lui, il est professeur. On va parler de l'Agora du livre avec Mediabook d'ailleurs, à la librairie Mediabook. Et on finira tout à l'heure avec Maya Amrani, comme tous les samedis. Avec elle, ce matin, un invité, Lounis Aïtaoudia, l'association La Rampe Louni Aresri, ex-Rampe Vallée. Ce sera l'occasion de parler donc, pas forcément de la capitale, bah oui, d'Alger, mais pas que. Avec Lounis Aïtaoudia, vous le savez, on revient souvent sur des faits d'histoire et sur les faits qui concernent la capitale. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur le plateau. Sans plus tarder, tiens, c'est d'une certaine manière votre journée, donc on va vous souhaiter une excellente journée mondiale de la météorologie. Bonjour Félix Chir. Bonjour à vous Mahrez et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Excellent réveil à vous tous. Je tiens à... oui, exactement, nous sommes le 23 mars qui correspond à la journée mondiale météorologie. Donc bonne fête à tous mes collègues et voilà. On revient aux nouvelles du ciel après juste le générique. C'est parti. Voilà. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Et la météo du jour, c'est avec vous Fréhel. C'est parti pour ce 23 mars. Donc bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin, excellent réveil à vous tous. Le printemps est là et il a du mal à s'installer en Algérie. En effet, les nuages restent assez denses. Ils prendront encore une fois beaucoup de place sur la partie nord. La zone pluvieuse concernera l'ensemble des régions du nord. Les nuages seront moins denses aujourd'hui à l'ouest, vers le centre encore quelques faibles pluies. L'amélioration est prévue à partir de l'après-midi au centre et puis au fil des heures vers l'est, il faudra patienter. Le soleil aura du mal à s'installer et la pluie reste d'actualité, des pluies sous forme parfois d'orage et l'amélioration est prévue d'après bien sûr Météo Algérie en fin de journée. Sur la partie sud, on notera un ciel de plus en plus voilé au sud-ouest et ces nuages vont gagner du terrain, ils vont se déplacer vers le nord Sahara où ils donneront quelques faibles pluies durant cet après-midi. À noter aussi des soulèvements de sable au Sahara central, ailleurs rien à signaler, le soleil l'emportera largement. Les températures, les voici, elles accuseront une légère hausse, notamment à l'ouest, avec 23 degrés cet après-midi à Tlemcen, 20 à Oran, 22 Rilizan, Tiaret, 13 à Dulfa, un minimum de 10 degrés à Batna, 14 seulement pour Sétif, 17 Guelma à Annabas, Kikdar, en allant vers le sud, on relèvera 23 à Biskra, à Bishar aussi, 28 à Tindouf, à Drar Ain Salah, Taman Rassat Janet, 19 seulement pour Hassim Saoud. Et toujours c'est vers l'extrême sud qu'il fera le plus chaud avec 36 degrés à Bouj Badji Mukhtar, Hengzem. Place ce matin à l'Amérique du Nord. Et bien aujourd'hui, le temps sera dégagé à Chicago, à Washington, Miami. Il neigera à Montréal, il fera 2 degrés côté température, 10 à New York, tout un temps couvert, 12 à Washington, 7 à Chicago, prévoyez 13 degrés à Topeka, 19 à Los Angeles, 25 à Mexico et enfin 13 degrés pour Vancouver. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h01. Nous allons gagner une minute d'ensoleillement. Et vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgerie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée. À tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous.
Et la journée mondiale de la météorologie, on en parle à deux reprises d'ailleurs ce matin avec Iman Mahrougaraz. Ce sera tout à l'heure avec cette fameuse escale du côté d'Oran et de la station régionale de Warren. Mais aussi l'occasion d'en parler d'ailleurs dans ce reportage. Il est réalisé par Fariel Hamdi et nous parle de cette célébration. Rendez-vous à midi pour le prochain bulletin météo, Fariel Chir. Avec plaisir. Fariel Hamdi en images. Chaque 23 mars, la journée météorologique mondiale est l'occasion de célébrer l'entrée en vigueur en 1950 de la Convention portant création de l'Organisation météorologique mondiale. Pour 2019, la thématique est le soleil, la terre et le temps. Houaria Ben Rakta nous en parle. Chaque année, il y a un thème bien précis sur lequel tous les météos du monde célèbrent cette journée. Alors cette année précisément, le thème de cette année, c'est le soleil, la terre et le temps. Donc quand on parle de soleil, effectivement, c'est une source d'énergie qui est très précieuse. C'est une source d'énergie qui fait partie aussi des énergies renouvelables, puisqu'on parle de changement du climat. On parle aussi de la terre. Pourquoi? Parce que la terre, c'est l'endroit où on vit et on a une relation directe avec cette énergie qui est le soleil. Le soleil et aussi la terre ont un impact direct sur le type de temps qu'on vit. Donc on parle actuellement de l'augmentation de la température à la surface de la Terre qui est due à ces gaz à effet de serre. On parle aussi d'impact de ces gaz à effet de serre et de cette augmentation de la température. L'impact est directement les changements du climat, changement de saison, situation météorologique sévère, inondations, catastrophes. Sur certaines régions aussi, on parle pas d'inondation, mais de sécheresse. On parle aussi de la fonte des glaciers, de l'augmentation de la surface de l'eau. Donc tout cela, on le vit tous les jours. On le vit cause, soleil, terre et aussi type de temps. Ce thème reflète des objectifs fondamentaux de l'OMM et le rôle essentiel que jouent les services météorologiques et hydrologiques nationaux dans la surveillance du système terrestre. On l'a célébré ici à l'échelle nationale au niveau de la wilaya d'Alger au Sablet. Et on va en parler d'ailleurs ce matin si vous le permettez. Alors soleil, terre et temps, ça c'est la thématique de la journée mondiale de la météo. Journée mondiale de la météorologie, ça tombe très bien, on en parlera tout à l'heure avec Iman Mahrougaraz. Mais celui qui nous rejoint comme annoncé ce matin, c'est Smaïn Amerouche, bienvenue à vous. Smaïn Amerouche, vous êtes directeur général de l'Algérienne des eaux. Nous étions en train de parler d'ailleurs de la célébration de cette journée. Une journée célébrée chaque année le 22 mars. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau pour nous parler et de l'aspect célébration et des grands thèmes de cette édition 2019, j'allais dire 2021, et l'occasion de revenir un peu sur le rôle de l'Algérienne des eaux, sur les missions de l'Algérienne des eaux, sur les défis qu'attendent l'Algérienne des eaux sur le moyen, le court et le long terme forcément, et sur les filiales de l'Algérienne des eaux. En tout cas, bienvenue sur le plateau. Merci. Bienvenue chez vous. Alors du coup, on va commencer par cette fameuse journée, 22 mars, journée mondiale. Effectivement, donc le 22 mars de chaque année, c'est la journée mondiale de l'eau. Elle est célébrée à l'échelle mondiale. Ouais. L'Organisation des Nations Unies, donc pour chaque année, elle élabore, elle donne un thème. Et le thème de cette année, c'est nous laissons personne derrière. Ça veut dire quoi? Ça a un objectif pour dire aussi Oui. tout le monde à travers la planète Oui. a droit à l'accès à l'eau. C'est ça. C'est aussi pour obliger les gouvernants à faire le nécessaire pour doter chaque humain, chaque personne à travers le monde, où qu'il soit, d'un minimum en matière d'alimentation en eau potable. Donc c'est ça l'objectif aussi. Et lorsqu'on parle avec un objectif ne laissant personne derrière ou à côté, c'est par rapport au développement humain. C'est cela. Et notre pays, vous le savez,
s'est engagé dans ce processus depuis longtemps. Et on est fiers aujourd'hui. Et on est fiers aujourd'hui que tout ce qu'on a réalisé à travers, à l'échelle nationale, ce qui a été mis en œuvre, bien qu'on est dans un pays aride. Un pays aride sur 90% du territoire, semi-aride sur les 10% qui restent. Donc l'Algérie est un pays très pauvre en ressources. L'Organisation mondiale, et surtout l'Organisation mondiale de la santé, a limité le seuil de pauvreté hydrique. Moins de 1000 mètres cubes par tête d'habitant, c'est un déficit. Oui. Et l'Algérie... Et on en est où, nous? À moins de 500 mètres cubes par tête d'habitant. Donc on est dans une région la plus touchée par ce stress hydrique. Oui. Donc on est parmi les plus. L'Afrique du Nord, le Moyen-Orient sont les régions les plus pauvres en ressources en eau. Donc le défi est là. Assurer une alimentation en eau potable à la population, doter les besoins, doter l'industrie avec tous les besoins nécessaires, mobiliser de la ressource pour l'irrigation et l'agriculture dans un pays où la ressource est très rare. Donc c'est un défi. Alors comment faites-vous face à ces défis alors à ce moment-là? Donc là, l'État algérien s'est engagé, vous le savez, sur une politique de mobilisation de la ressource en eau superficielle, parce qu'historiquement, on utilisait les eaux souterraines, donc les forages, les puits, les sources. Puis, à l'indépendance, on avait une dizaine de barrages en fonctionnement. Oui. Aujourd'hui, l'Algérie est dotée de plus de 80 barrages à travers le pays, avec une capacité globale de 8 milliards de mètres cubes de stockage. Ça restait insuffisant. Ressources d'eau souterraine, certaines nappes, surtout la nappe de la Metidja, où l'eau était pratiquement en surface. Oui. Vers les années 2000, on est allé la chercher à 200 mètres de profondeur. Comment vous l'expliquez? Le rabattement, la surexploitation de la ressource en eau. Oui. Les derniers forages qu'on a réalisés côté Blida, on a expérimenté la réalisation d'un forage à 400 mètres de profondeur. Ça veut dire que d'année en année, on descend pour aller chercher cette eau. Oui. Donc on est en train d'épuiser cette ressource. C'est pourquoi, dès les débuts des années 2000-2001, on est allé vers la diversification de la ressource avec le recours au dessalement d'eau de mer. Oui. D'où la station d'El Hamma. D'où la station d'El Hamma, Oui. l'une des 11 stations de dessalement qui sont implantées aujourd'hui sur tout le littoral algérien. L'Algérie dispose aujourd'hui de 11 stations de dessalement, avec une capacité globale de pratiquement 2 millions de mètres cubes par jour, et ça représente 17% de la demande en eau pour la population. La station de dessalement d'El Hamma, joue juste la parenthèse, parce qu'on va parler des filiales tout à l'heure de l'Algérienne des eaux. Elle fait partie, c'est l'une des filiales de l'Algérienne des eaux? Non. Elle dépend de vous, elle dépend d'autres? Le dessalement, ça c'est une autre politique. Donc le dessalement d'eau de mer, ce sont des investisseurs qui viennent, qui investissent dans la réalisation, dans le fonctionnement de la station de dessalement et qui vendent cette eau à l'Algérienne des eaux ou à l'une de ses filiales, qui sont CEAL, CEOR ou CEA. Donc notamment, Hamma Water, qui est en charge de cette fameuse station, avec en exploitation Suez. Oui. Hamma Water. On parle pour le cas Alger. On parle pour le cas d'Alger. Donc la station de dessalement de Hamma produit aujourd'hui quelque chose comme 200 000 mètres cubes jour. C'est cela. Cette eau est vendue, et c'est le Trésor public qui paye cette eau, l'achat de cette eau, et cette eau est distribuée par CEAL, qui est une filiale de l'Algérienne, qui est une entreprise de droit algérien, algérienne à 100%, et qui est managée. C'est le management Suez pour CEAL, Suez assure le management. C'est cela. C'est un contrat de management qui a été signé depuis 2006. Il se termine dans 2 ans, Inch'Allah, et la reprise se fera... Aujourd'hui, nous avons les ressources, la compétence pour pouvoir manager des entreprises d'une telle importance? Oui.
Oui. Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous disposons C'est des quoi? capacités. C'est la longueur des contrats qui ont été signés auparavant, qui ont permis à certains de côtoyer ces grands managers venant avec une expertise certaine. Hein. Ce ne sont pas non plus des fanfarons qu'on a ramenés ici en Algérie et qui, aujourd'hui, ont transmis le maximum de savoir, de connaissances Oui, de oui, méthodes de oui, gestion. parce que dès le début, vers 2005-2006, le constat était le suivant. Ouais. L'État algérien, l'Algérie, avait énormément investi dans les ouvrages de mobilisation, Ouais. dans les réseaux de distribution, dans les ouvrages de production et de traitement de l'eau, et bien sûr aussi dans l'assainissement, la réalisation des stations d'assainissement. Donc, l'importance des infrastructures était telle que on s'est dit, est-ce qu'on va se contenter pour leur exploitation? Et vous le savez, Ouais. qu'à travers notre pays, lorsqu'il s'agit de l'exploitation, on est un peu à la traîne, hein, sur tous les équipements. Donc on s'est dit, soit on continue à les exploiter et on mettra 20 ans ou 25 ans pour permettre aux compétences algériennes de dominer ces infrastructures, ou de dire, on se tourne vers des gens qui ont de l'expérience, C'est ça. on conclut avec eux un contrat sur des années, bien sûr, sur 5 ans, 10 ans, et on profite du transfert de savoir-faire. Ouais. Et c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Et aujourd'hui, on est fiers de dire les compétences algériennes, les ingénieurs algériens, les cadres algériens de CEAL, et on va parler tout à l'heure de CEOR, Ouais. de CEAL, sont capables de prendre en charge et de prendre en relève. Ils ont l'intention aussi de transférer ce savoir-faire sur d'autres wilayas et pourquoi pas à l'étranger. Bah, passons directement à la CEOR, si vous le permettez. CEAL pour Alger et Tipaza. CEOR pour Oran, Oui. donc la même chose, dans le même sillage pour la Oui. ville d'Oran. Donc il faut rappeler qu'avant, les gens d'Oran consommaient de l'eau salée qui contenait pratiquement 2 grammes de sel. Ouais. Donc c'est la station de dessalement, c'est le transfert, ce qu'on a appelé le MAO, le transfert des eaux à partir de Oued Chilif via Moustaghanem jusqu'à Oran, qui a permis donc d'assurer et qui assure aujourd'hui une alimentation en H24 sur tout le territoire. La question s'est posée aussi, est-ce qu'on va laisser fonctionner le système et passer 20 ans ou 25 ans pour maîtriser le fonctionnement du système, ou faire appel à des entreprises spécialisées dans le management et la gestion des installations d'eau? Et on a fait ça. On a conclu un contrat avec un partenaire espagnol sur 5 ans. Heureusement, ces 5 ans ont suffi pour transférer le savoir-faire, Ouais. pour que les cadres algériens aient la maîtrise totale de toutes les installations. Et aujourd'hui, ils gèrent toutes les installations d'Oran, ou toutes les installations d'Oran sont gérées par les cadres algériens. Alors, c'est la journée mondiale hier, donc célébrée. Vous dites, nous ne laissons personne derrière, c'est la thématique. Bon, ça c'est pour l'ensemble des pays du monde. Mais pour le cas algérien, on en est où sur... quels sont les défis qui sont relevés aujourd'hui par l'Algérienne des eaux et par l'ensemble de ses partenaires et de ses filiales? Le défi à relever en Algérie est le suivant. Donc, on l'avait dit tout à l'heure, on est dans un pays pauvre en ressources. Oui. Le premier défi, c'est de diversifier la ressource en eau. C'est d'assurer une mobilisation d'une quantité d'eau suffisante pour assurer une alimentation correcte en eau de la population, pour doter l'industrie des besoins pour qu'elle fonctionne, et bien sûr, l'agriculture. Je pense que le défi de la mobilisation pour notre pays est gagné. La bataille de la mobilisation de la ressource en eau est gagnée. En diversifiant la ressource, en allant vers l'eau dessalée. Il faut savoir qu'on est l'un des premiers pays à utiliser l'eau dessalée. C'est vrai qu'il y avait une hésitation. Alors, j'ouvre juste la parenthèse. Hein. Sur le dessalement d'eau, effectivement, vous allez en parler, ça tombe très bien. Vous dites qu'il y avait une hésitation. Jusqu'à présent, les protecteurs de l'environnement et les bonnes consciences qui œuvrent pour le respect de l'environnement continuent à critiquer ce procédé, qui disent qu'il détruirait... J'arrive à ce... Allez-y, je vous laisse. Donc avant, il y avait une hésitation pour la raison simple. La première raison, le dessalement coûte cher.
Première raison. Les gens disaient le dessalement coûte cher. Eh bien, parce qu'à l'époque, le dessalement était la page de quelques pays, Moyen-Orient, 2 ou 3 entreprises qui font le dessalement à travers le monde. C'est cela. Dès les années 90, beaucoup de pays, l'Espagne, la Grèce et d'autres pays se sont introduits dans ce secteur et le coût du dessalement a sensiblement diminué. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le dessalement, dessaler l'eau de mer, coûte légèrement plus cher que l'eau qu'on ramène par les barrages. Et cette technologie évolue. Notre pays commence à maîtriser la technologie de dessalement. Plusieurs entreprises locales commencent à s'intéresser au dessalement. Et d'année en année, le coût du dessalement diminue. Donc ce critère ou cet alibi pour dire le dessalement va pas vers le dessalement est cher, je pense qu'on va le mettre de côté. Et c'est une ressource pérenne. L'eau de mer, l'eau des océans, 70% de la surface de la planète, c'est couvert par l'eau de... Ça va nous amener à parler de la protection de l'environnement. Protection de l'environnement. Parce que l'eau qui est dessalée, son sel, il est rejeté dans cette même mer qu'on a exploitée au départ pour tirer l'eau. Et on dit que ça tuerait l'ensemble des espèces se trouvant dans ces eaux-là. Et qu'au bout d'un moment, elles deviendraient impraticables aussi pour la population. Il faut qu'on donne les explications pour ça. Donc, pour dessaler l'eau de mer, on prend 2 mètres cubes d'eau de mer. Ouais. On les fait passer à travers les filtres. 1 mètre cube d'eau est dessalé. Il n'y a pas de sel. Il faut savoir que la Méditerranée, le taux de sel, ça dépend des endroits, mais en général, 35 à 36 grammes par litre. Chaque litre, c'est 36 grammes. On ramène 2 litres. On dessale les deux. 1 litre passe sans aucun gramme de sel. L'autre litre revient à la mer, mais 2 fois 36 grammes. Ça veut dire qu'on fait multiplier par 2 le taux de salinité du litre ou du mètre cube d'eau qu'on remet au milieu marin. Si ce rejet se fait en un seul point, effectivement, c'est un vrai problème. Mais aujourd'hui, les techniques de dispersion, les techniques de diffusion de cette eau à travers plusieurs points de rejet réduit, je ne dis pas élimine totalement le risque que vous avez cité, mais réduit sensiblement ce risque. Les gens sont en train de faire des recherches pour améliorer ces techniques. C'est cela. Et les instructions qui ont été données par le ministère ces derniers temps, des laboratoires sont en train de faire des recherches pour utiliser ce sel. Le sel est une matière première. Oui, le sel, il y a une note qui a été diffusée par monsieur le ministre, je pense qu'il y a 3 mois de cela, pour dire ce sel doit être exploité. On doit l'exploiter dans l'industrie, dans les tanneries, dans le traitement des peaux, dans le traitement du cuir. Donc les débouchés sont énormes. Oui. Donc, et d'un coup, on élimine ce risque de dégradation du milieu marin. Oui. Et bien sûr, il y a un aspect économique important. Monsieur le directeur général, merci d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions. Il reste la question des nappes souterraines, des nappes phréatiques, donc du côté du sud du pays. Vous avez parlé de l'exploitation du côté de Blida, vous avez parlé il y a quelques années, les eaux étaient pratiquement à hauteur de surface, on est redescendu à 200, aujourd'hui on fait des tests à 400. Beaucoup, alors vous savez que nous sommes dans un pays où tout le monde spécule, tout le monde dit, tout le monde croit savoir. Et beaucoup depuis ces dernières années disent qu'on a un désert et l'un des plus riches en termes de nappes phréatiques. Vous répondez quoi à cela? Est-ce qu'il y a des tests qui ont été réalisés? Et est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer exploiter l'eau qui se trouve sous les sols du désert du sud algérien? Effectivement, le sud algérien, il y a une nappe estimée, évaluée. Il y a énormément d'études qui ont été faites dans cette région. Oui. Toutes les études ont conclu, ont estimé que la nappe du Sahara, elle est de l'ordre de 40 000 milliards de mètres cubes. Oui. C'est très important.
c'est très important. Mais c'est une nappe non renouvelable. C'est une eau qui n'est pas renouvelée. D'accord. C'est une nappe, c'est une eau qui est là depuis plusieurs siècles. Donc chaque mètre cube d'eau qu'on tire, on ne peut pas le renouveler. Ça veut dire que toute politique d'exploitation doit obéir à des critères, à une approche de sauvegarde de cette ressource. Oui. Donc sur les 40 000 mètres cubes, 40 000 milliards de mètres cubes, nous exploitons, ou nous avons le droit d'exploiter, chose qu'on n'a pas atteint aujourd'hui, quelque chose comme 5 milliards de mètres cubes par an. Pour les besoins de l'agriculture, pour les besoins de l'alimentation potable et de toute la région. Oui. Moi, on est sur 2 millions de kilomètres carrés. Hein. Oui. Mais il y a un petit problème, c'est que, donc on peut dire aujourd'hui que pour les wilayas du Sud, pour les zones du Sud, l'eau est disponible. Mais par endroit, la qualité de l'eau n'est pas bonne. Oui. Par endroit, le taux de sel a atteint 1,8 g, alors que les normes de potabilité, c'est 0,6 jusqu'à 0,8. C'est pourquoi on a doté, on a construit aujourd'hui, au niveau du ministère des Ressources en eau, financé par le ministère des Ressources en eau, quelque chose comme 24 stations de déminéralisation. À Élysée, à Ouargla, à Alouad, à Tindouf, on est en train de construire des stations. On a terminé certaines pour déminéraliser, pour rendre cette eau potable, pour enlever le sel et à le ramener à 0,6 g tel qu'autorisé par la réglementation. Merci d'avoir été parmi nous. Il faudrait peut-être plus de temps avec vous. Plus de temps parce qu'on n'a pas dit grand-chose. Oui, parce que dans votre cas, effectivement, avec l'ensemble des filiales, avec l'ensemble des défis qui vous attendent, l'ensemble des missions que vous accomplissez, effectivement... Alors, moi, je vous redonne rendez-vous, si vous le permettez. On reprend rendez-vous ensemble. L'occasion de parler de tout cela. Longtemps, nous avons entendu parler d'entreprises, mais nous ne connaissions pas réellement leur mission, leurs défis sur le terrain. Oui, je veux vous dire, si vous permettez, en 3 minutes. Allez-y. Donc, l'Algérien des eaux, c'est l'outil du ministère des Ressources en eau dans la politique de production, de traitement et de distribution de l'eau à travers le territoire national. Aujourd'hui, l'Algérien des eaux est implanté sur les 48 wilayas. 44 wilayas, c'est l'Algérien des eaux qui est directement. Oui. Les 4 wilayas qui restent, Algétipaza CCA, Oran CCR et Constantine CCA. L'Algérien des eaux, on peut l'appeler le groupe Algérien des eaux, c'est plus de 70 000 agents. On est le 3e employeur hors administration en Algérie. Nous assurons la distribution de l'eau pour toute la population. Aujourd'hui, avec ce que nous produisons, ce que nous distribuons, 80% des Algériens, à travers le territoire national, reçoivent de l'eau quotidiennement. Oui. Parmi eux, 60% reçoivent de l'eau en H24. La tendance pour l'été prochain, et là, ce n'est pas uniquement le travail de l'Algérien des eaux. C'est toutes les infrastructures qui ont été réalisées par le ministère des Ressources en eau. Les barrages, les stations de traitement, les réseaux. Et bien sûr, le développement des réseaux à travers, maintenant on est sur le territoire avec le développement du réseau sur les zones, les mchta, les douars les plus reculés. Donc on a réglé pratiquement le problème des grandes villes, des grands centres urbains, des agglomérations, des chefs-lieux des communes, mais on est en train d'investir. Ils sont cartographiés où exactement? Ils sont cartographiés dans ces zones rurales, dans ces mchta, dans ces douars, dans ces zones qui ont été que les gens ont quitté, que la population a quitté lors de la décennie noire. Donc le rétablissement de la paix et la sécurité a fait que les gens reviennent vers leur village, vers leur douar, vers leur terre pour la travailler. Et l'État est en train maintenant de suivre avec les réseaux, les infrastructures. Donc les 20% qui ne reçoivent pas au quotidien l'eau aujourd'hui, l'été 2019, on va passer à 86%. 86% des Algériens auront de l'eau au quotidien. Donc on est en train, et lorsqu'on parle d'accès à l'eau en Algérie,
On part du raccordement individuel qui est de l'ordre de 98%. Le raccordement de l'eau en Algérie, c'est le robinet chez soi. C'est ça. Alors que les Nations Unies disent l'accès à l'eau, Si vous avez une bonne fontaine à moins de 100 mètres de chez vous, vous avez l'eau. Et ce n'est pas le cas chez nous. On dit raccordement et réseau, ça veut dire l'eau au robinet chez soi. D'accord. Fatkan, vous avez fait moins de 3 minutes. Hein. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Un plaisir d'en savoir plus sur la Giant des Eaux, sur son fonctionnement, sur ses filiales, mais également sur les défis qui l'attendent. Merci d'avoir précisé énormément sur le dessalement d'eau, parce que ça ne relevait pas forcément de vous, vous l'avez dit, c'est des entreprises politique nationale. Ouais. Mais c'est une politique nationale que vous avez tenu à expliquer aujourd'hui, expliquer que le coût n'était pas plus élevé en tout cas que l'eau qui venait des barrages, à peine plus élevée. Et sur la question de la protection de l'environnement, moi je retiendrai ce chiffre. Vous avez dit 200 000 mètres cubes par jour pour Alger? À 200 000 à partir de la station de dessalement du Hamma. Du Hamma. Alors du coup, moi je vous donne juste les rejets. Hein. Les rejets en termes de sel, on est à 3,6 millions de grammes. Sachant que les premiers 100 000, vous l'avez dit, sont rejetés naturellement parce qu'ils font partie de cette eau qui rentre et qui ressort. Mais aujourd'hui, vous avez expliqué cette autre démarche depuis quelques mois qui a été entamée, c'est ces travaux de recherche pour essayer d'exploiter ce sel à d'autres fins, ce qui permettrait de protéger les espèces qui se trouvent dans l'eau et ce qui permettrait de protéger les espaces pratiqués par la population. Merci encore d'avoir été parmi nous. Rappelons que vous êtes directeur général donc, de la Giant des Eaux. Smaïn Amerouche était notre invité ce matin. Autre journée internationale, journée mondiale, on en parle ce matin. Il s'agit de Iman Mahrougras qui revient sur cette fameuse journée mondiale de la météorologie avec cette thématique soleil, terre et forcément temps. C'est parti avec vous, Iman, bonjour. Et bonjour à tous vos invités. Bonjour Mahrez, bonjour à vous tous, à nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent toute la semaine. Eh bien, bonjour à vous. Voilà, alors aujourd'hui, le 23 mars, qui correspond à la journée internationale de la météo. Ça va être, on pourra vous libérer dans 10 secondes. Eh bien, aujourd'hui, cette année, c'est bon. Très bien. Le soleil, la terre et le temps. Eh bien, pour parler de cette journée, de la pluie et du beau temps, aujourd'hui, il y a du soleil, ça va. Donc, on est très bien. Voilà, c'est pour ça qu'on a un petit peu de gaieté dans ce studio. Eh bien, je partage le plateau avec le directeur de l'Institut hydrométéorologique et formation et de recherche, IHFR. Voilà, on m'a fait la remarque il y a un petit moment. Voilà, c'est Monsieur Fellahi Sid Ahmed, bonjour. Bonjour tout le monde. Je tiens à présenter mes vifs remerciements à l'UNTV et à vous en tant qu'animatrice de ce plateau. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler de cet institut unique. Alors, on en parlera dans un petit moment. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Monsieur Thabet Awel Mohamed, professeur et formateur, chef de département à l'Institut. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous avoir invités pour ce plateau. Merci à vous aussi, hein, quand même. Et vous nous avez ramené alors un jeune étudiant qui est en 5e année, fin de cycle. C'est Monsieur Thomas Béret. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Thomas. Merci à vous aussi. Vous êtes content, ça va? Vous n'êtes pas stressé? Non, ça va. Ça va. Ça va. Alors, Monsieur Fellahi, parlez-nous de l'Institut. Ah ben, cet institut qui s'appelle Institut hydrométéorologique de formation et de recherche, qui est implanté à Oran, il a été créé en 1970 par décret présidentiel. Sa mission principale, c'est de former les météorologistes au niveau national. Et puis... Et international. Et Vous arrivez. Et en 1973, il a été agréé comme centre régional de formation au niveau africain et qui a la tâche supplémentaire de former les météorologistes des pays africains, en principe francophones, mais on reçoit aussi des lusophones et des anglophones. Très bien. Et donc, les missions principales de cet institut, c'est bien sûr la formation initiale en météorologie, donc, qui
qui s'articule sur 2 cycles. Eh bien, on y reviendra dans un petit moment. Alors, je vous invite, chers amis téléspectateurs, à suivre ce reportage sur l'Institut de formation. Et on se retrouve juste après, toujours en compagnie de nos invités. La journée mondiale de la météorologie qui a lieu le 23 mars est sous le thème cette année du soleil, la terre et le temps. Cet événement met en lumière la contribution des sciences météorologiques et hydrologiques nationaux au service de la sécurité et du bien-être de la société. On forme, les HFR décernent 2 types de diplômes, à savoir le diplôme d'ingénieur d'État de la météorologie dont la durée est de 5 années. Durant 5 années, l'étudiant passera 2 ans ou 2 années dans le tronc commun, l'ex-tronc commun, c'est-à-dire il n'y a que les modules de base, puis 3 années sont dédiées à la spécialisation dans le domaine de la météorologie. Le soleil, la terre et le temps. Pourquoi? Parce que le soleil, dans notre univers, c'est la principale source d'énergie. La terre, parce que c'est la sphère où vit, ou bien où il y a une vie, l'existence d'une vie. Et le temps, c'est quelque chose qui conditionne nos activités quotidiennes ou bien la planification de certaines activités, que ce soit économiques ou culturelles. La création de l'Organisation météorologique mondiale a vraiment donné un sens scientifique large aux sciences du climat et de la météorologie. C'est grâce à cette organisation que nous arrivons actuellement d'observer tous les points à peu près du monde. Ça veut dire un progrès important en termes d'observation météorologique. Et bien sûr, elle a réglementé la coopération internationale dans le contexte scientifique pour renforcer à peu près les capacités du personnel météorologique en termes de formation et en termes également de recherche. C'est en 1970 que l'Institut hydrométéorologique de formation et de recherche a été créé pour former les personnels météorologiques de différents niveaux et assurer la qualification et la spécialisation en météorologie. J'ai choisi de me former dans le domaine de la météorologie parce que premièrement, on ne rencontre pas cette filière chez nous. Et l'Algérie, vu le partenariat qui existe entre le Cameroun et l'Algérie, offre justement aux étudiants camerounais de pouvoir se former dans cette filière. Bon, pour ce qui est de la formation proprement dite, c'est une formation assez rigoureuse par rapport aux autres formations, parce qu'elle nécessite beaucoup de travail. Au programme, des formations d'ingénieurs d'État en météorologie ainsi que des techniciens supérieurs, une section de recherche qui entreprend des études et des travaux ainsi que des sciences météorologiques et autres instances scientifiques. De retour sur notre plateau et toujours en compagnie de nos invités, eh bien, quels sont les cycles de formation, Monsieur Felahi? Il y a 2 cycles de formation. Il y a le cycle lent, qui s'étale sur 5 années et sanctionné par le diplôme d'ingénieur d'État de la météorologie. Et il y a le cycle court, étalé sur 2 ans et demi, sanctionné bien sûr par un diplôme de technicien supérieur de la météorologie. Très bien. Alors, quelles sont les conditions d'accès? Oui, surtout. Les conditions d'accès, il faut que l'étudiant soit titulaire d'un baccalauréat série scientifique. Et puis, il faut qu'il soit balèze en mathématiques et en physique. Mon Dieu, les 2 matières essentielles, on va dire. Essentielles pour la formation. À combien la moyenne doit être En principe, on fait une sélection, mais une sélection à partir des notes obtenues en mathématiques, en physique, au niveau de l'examen du bac. On prend uniquement ces 2 notes-là. On les moyenne avec une pondération de 2 pour les maths et 1 pour la physique. On fait un classement et puis on prend les meilleurs. C'est en fonction des postes pédagogiques qu'on a sur place. Oui, généralement, première année, ingénieur aux alentours de 80 étudiants. Par an? Par an, oui. Et les TS, à peu près le même. On a une cinquantaine cette année, oui. C'est une cinquantaine. Et l'Institut peut... Moi, je voulais revenir sur ce qui vient de me dire mon directeur tout à fait au début pour l'Institut. Il ne faut pas oublier qu'on a un label OMM, nous aussi, l'Institut.
Ah, quand même. Oui, on a un label OMM. Et cet label, il a été reconduit, ça fait pas longtemps, ça fait le mois de mai 2018, après un audit externe qui a été fait par les experts de l'OMM, qui sont venus en mois de décembre 2017. Et notre label a été reconduit au mois de mai 2018. Donc, on a le label OMM. Donc, quand on dit OMM, elle travaille sous l'égide de l'ONU. Ah, quand même. C'est ça, Oui, oui. Son siège, il est en Suisse. C'est une structure onusienne. Ah oui, c'est ça. Ah, donc, Oui. donc, et de quelle façon sont faits les stages de spécialisation? En principe, les Alors, je stages sais de pas si- spécialisation, on va se compléter. D'accord. Et ils sont assurés, bien sûr, par l'IHFR. Les clients principaux, ce sont les agents de l'ONM, ingénieurs, techniciens supérieurs, techniciens. Et il y a d'autres secteurs, l'environnement, Oui, ils sont, l'hydraulique. oui. Ils sont faits en fonction des demandes. Des demandes, il y a la demandes carte. de nos premiers clients. Nos premiers clients, c'est l'Office national de la météorologie, comme il vient de dire notre directeur, c'est l'ONM. Donc, en fonction de leurs demandes. Des fois, on leur fait même des formations à la carte. Est-ce que ces formations à la carte sont payantes? Oui. Vu que c'est une institution étatique. Ils sont payantes. Alors. Ça rentre dans les opérations hors budget. D'accord. Puisqu'on les héberge, il y a des moyens pédagogiques fournis, etc. Donc, ça doit être payant. Et c'est payant. Exactement, parce Bien que vous ne sûr, c'est pouvez pas payant. prendre en charge tout ça. Oui. Comme ça, vous n'avez pas assez de Ça, budget. Financièrement, ça rentre Financièrement, dans des opérations hors budget. Oui, oui. Donc, on donne des formations en continu, même on donne des certifications, on donne même des certifications pour le personnel de l'Office national de la météorologie, quand on dit des certifications OMM. C'est-à-dire l'OMM, elle nous a donné, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'autorisation de donner des certifications pour le personnel de l'ONM. D'accord. Ils viennent chez nous et on leur fait un recyclage, des qualifications de 15 jours. Ils ont ces certificats. Alors, Monsieur Fellahi avait parlé quand même des cycles pédagogiques. Alors, parlez-nous-en, vous, en tant que professeur, de ces cycles pédagogiques, comment ça se passe, aussi de la section de recherche aussi. Parlez-nous un petit peu de tout ça. Donc, comme vient de dire mon directeur, c'est-à-dire les cycles pédagogiques, on a les cycles d'ingénieurs, c'est des bacs plus 5, c'est-à-dire ils peuvent avoir leur diplôme au bout de 5 ans. Et on a les cycles courts, c'est le cycle technicien supérieur. Technicien supérieur, c'est-à-dire 2 ans et demi. Alors, est-ce qu'il y a des stages de pratique? J'arrive. Vous y arrivez, J'arrive, oui. J'ai précipité la chose. Oui. Donc, pour les cycles ingénieurs, on a c'est-à-dire un temps commun pendant les 2 ans. Il n'y a que des mathématiques et de la physique. Oui. On peut dire même de la mécanique, de la physique ou bien de la mécanique. Et à partir de la 3e année, on a des matières de spécialisation, des matières, comme on dit, proprement météo. Et à partir de la 5e année, comme il y a notre étudiant qui est là, à partir de la 5e année pour le cycle ingénieur, on a les stages pratiques, vous venez de dire, des stages pratiques qui sont des spécialisations en observation surface, en climatologie, en instrumentation et en prévision numérique. C'est-à-dire, c'est à la fin du cycle. Et même pour les techniciens supérieurs pour le cycle court, c'est à partir de la 3e année, c'est-à-dire qu'à partir de la 3e année, ils ont des stages pratiques comme on vient de dire, d'observation surface, altitude et prévision et les stages de climatologie. Moi, j'aurais aimé faire prévision météorologique. Oui. Parce que à chaque fois, le soir, la nuit, quand quand on est dans notre lit, on a cette curiosité de savoir demain quel temps il fera. Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va y avoir de la pluie? Alors, tous les étudiants, surtout les étudiants ingénieurs, ils sont tous prévus pour faire de la prévision. Vous m'avez compris. Les étudiants ingénieurs. Ça. Ah, mais il faut être un bon dynamicien. M. Béret va vous... Il va nous parler quand même de ça, on y arrivera. Alors, quels sont les... Oui, il faut être fort en météorologie dynamique. Il faut être balèze, puisque ce module-là, il représente la colonne vertébrale de la formation de météorologiste. Ah, quand même. Oui.
Oui, c'est un Quand grand on est météo module. dynamique, il faut avoir des maths, de la physique. J'allais justement vous poser la question. Alors, quels sont les modules très importants dans cette dans ces cycles-là? Par exemple, quand on fait le cycle de 5 années, quels sont les modules sur lesquels on se base, mais aussi pour les techniciens supérieurs qui 30 mois. Donc, quels sont les modules sur lesquels vous vous basez? Est-ce qu'ils sont pareils ou alors il y a une différence? Non, il y a toujours une différence parce que c'est un cycle court pour les techniciens. Pour le technicien supérieur, c'est un cycle court. Et sa formation, parce qu'il sera un météorologiste qui va travailler sur le terrain. C'est-à-dire, il sera pratiquement, quand on dit, un observateur. Donc, toute la base de sa formation, ce sera l'observation surface. Quand on dit observateur, c'est les gens qui travaillent dans des stations météo. Ils sont implantés sur tous les territoires nationaux, sur tous les aéroports. Exactement. C'est ça. Voilà. C'est les techniciens qu'on forme, techniciens ou bien techniciens supérieurs. D'accord. Mais les ingénieurs, ils ont une formation quand même, elle est plus balèze, comme vient de dire. Plus élargie. Plus élargie et plus pointue. C'est-à-dire, ils ont des matières qui, c'est quand même, c'est prévision du temps. Ils ont des matières comme l'agro, météo synoptique et analyse hydrologique et analyse satellitaire. La météo satellitaire, c'est des matières très pointues. Et c'est pas comme le technicien parce qu'ils vont faire comme... Et surtout ce module de météorologie dynamique. Qu'il insiste parce que c'est mon directeur qui fait le module de météo dynamique. Voilà, alors du moment qu'on parle de l'enseignement, eh bien moi j'aimerais bien poser la simple question à Thomas Béré. Vous venez de quel pays? Vous représentez quel pays? Je suis burkinabé. Du Burkina Faso, du pays frère. Eh bien, bienvenue au Burkina Faso, ici, au studio de Bonjour d'Algérie d'Oran. Eh bien, comment avez-vous eu l'idée de faire cette formation de météo alors que vous êtes au Burkina Faso? Déjà, donc, ça vous fait un petit peu une petite cassure entre vous et votre cocon familial. Donc, venir en Algérie, c'est très loin. Oui. Je vous remercie pour la question. Bon, il faut dire que la météo, je peux dire que j'ai fait de la météo comme ça m'est tombé dessus. Parce qu'après le baccalauréat, je me posais bien des questions, comme beaucoup de nouveaux bacheliers, qu'est-ce que j'allais faire? Et j'ai eu la chance qu'un de nos enseignants nous a parlé d'un concours que l'Agence nationale de la météorologie du Burkina Faso organisait pour recruter un ingénieur et un technicien supérieur. Et c'est là où j'ai eu la chance de participer au concours et j'ai été retenu. Et c'est par ce mécanisme-là que si je peux m'exprimer ainsi, que je suis venu en Algérie. Eh bien voilà, comment avez-vous accédé et obtenu votre bourse? De quelle façon? Quelles sont les démarches à faire? Oui, comme je le disais, comme c'était un concours organisé par l'agence de la météo du Burkina Faso, donc toutes les démarches administratives, c'est l'agence en question qui a réalisé ces démarches administratives-là. Donc tout ce que moi j'ai eu à faire, c'est prendre le vol demain et venir, c'est tout. Ah, c'est aussi facile que ça? Oui. Très bien. Alors, quel est votre emploi du temps à l'Institut? On va rajouter ce qu'il vient de dire pour arriver chez nous. Donc, c'est une bourse bilatérale. Il a eu une bourse bilatérale, c'est-à-dire entre les deux pays, l'Algérie et le Burkina Faso. Il y a certainement des conventions. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'Algérie, c'est elle qui lui paye, c'est notre pays, c'est elle qui lui paye ses études. Elle lui donne une bourse bilatérale. C'est bien ça. Oui. Donc il y a des bourses bilatérales et des bourses OMM plutôt, Organisation mondiale de la météorologie. Il y a deux types de bourses. Deux types de bourses. Les bourses du gouvernement algérien. Algérien. Donc il perçoit une bourse. Donc il jouit des deux bourses, c'est ça? Non. Ou bien d'une seule? Non, il y a deux bourses. L'Organisation mondiale de la météorologie, elle peut lui donner une bourse. D'accord. Sinon, on a des accords bilatéraux entre les... Il n'y a pas de cumul. Il n'y a pas de cumul. Donc on lui donne... Il a une bourse comme un étudiant algérien. Ah, d'accord. Il est considéré comme un Algérien. Ah bah oui, de toutes les façons. Il est algérien quelque part, non? C'est notre enfant. Exactement. Et par exemple, pour revenir sur ce que monsieur le directeur vient de dire, par exemple, moi, ma première année, jusqu'à ma troisième année, j'avais la bourse algérienne. Oui. Mais à partir de la troisième année, la météo nationale du Burkina a soumis mon dossier à l'OMM et actuellement, je suis boursier au même.
Donc, mais avant d'avoir cette bourse-là, j'ai dû renoncer à la bourse algérienne. Ah, d'accord. Oui, on ne peut pas faire le cumul des deux. Pas possible. Très bien, donc ça va, vous êtes bien pris en charge ici, hein, en Algérie. Oui, très bien. Et aussi, vous suivez une bonne formation. Alors, quel est votre emploi du temps à l'Institut? L'emploi du temps, les horaires de cours, ça va du dimanche au jeudi. C'est de 8h à 12h pour la matinée et de 14h à 16h pour la soirée. Ah, c'est condensé, carrément. Ah oui. D'accord. Oui. Et hormis ça, maintenant, pas de temps à la vadrouille. Pas de temps à la vadrouille. Il y a des examens. Ouais. Tous les jeudis. Ah oui, il y a un contrôle continu. Un contrôle continu, comme vient de dire mon directeur. Donc, c'est un système qu'on a hérité depuis que l'Institut a ouvert. Il y a un contrôle continu chaque année, et chaque week-end, c'est-à-dire chaque jeudi. Chaque jeudi. Je vais vous donner un petit exode, c'est-à-dire, avant l'année 92, le passage était à l'Institut avec 12 de moyens pour passer d'année en année. Oui. Et à partir de 92, on a remis. Donc vous êtes en 5e année. Quel est le sujet de votre thèse de fin d'études? Ok, mon sujet de mémoire de fin d'études s'intitule l'analyse fréquentielle des extrêmes pluviométriques au Burkina Faso. Oula. Oui. Bon. Entre nous, pour moi, c'est du chinois. Désolée, c'est votre domaine. Alors, est-ce qu'on peut savoir, à la fin, du moment que vous êtes à la fin de votre cycle de 5e année, vous êtes vers la fin de vos études, vous allez certainement être, pourquoi pas, major de promo, pourquoi pas. Oui. Donc, quels sont vos objectifs? Mes objectifs, premièrement, c'est rentrer et commencer déjà apporter ma modeste contribution à l'avancement de la météo du Burkina Faso et toujours en parallèle continuer les études. Très bien. Oui, continuer les études parce que, bon, si je peux m'exprimer, je suis encore jeune, j'ai le temps vraiment de jumeler les deux, le travail et poursuivre les études parce que c'est toujours un plus. Donc vous garderez toujours l'Algérie dans un coin de votre cœur, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Vous n'oublierez jamais ces 5 années que vous avez passées en Algérie. Très bien. Possible. Alors juste une dernière question et brièvement, messieurs. Alors quels sont les points forts et les points faibles de l'Institut? Les points forts, l'IHFR a reçu une contribution de l'État qui était importante. On a bénéficié de 2 opérations importantes. Oui. La première a été clôturée, c'était l'achèvement du campus. Auparavant, on n'avait pas de campus. Et la deuxième opération qui est en cours, vous avez visité l'IHFR et il y avait pas mal de travaux. Il y avait des travaux, exactement. Donc c'est une opération consistante. L'État n'a pas lésiné sur les moyens. Hein. Il faut dire la vérité, on a les moyens pédagogiques, équipements, etc. Ça, c'est les points forts. Il y a une collaboration étroite avec l'ONM, l'Office national de la météorologie. On est des confrères. Il y a une collaboration avec l'étranger, l'Union européenne, plus particulièrement avec l'École nationale de Toulouse, de météorologie de Toulouse, l'ENM, avec d'autres pays aussi. Il y a sollicitation des pays africains, le Soudan, le Cameroun, nous ont sollicité pour recevoir des météorologistes de leur pays. Même pour les aider sur place dans leur pays pour développer leur météorologie. Développer leur météorologie. Oui. Et les points faibles, juste un dernier mot, parce que là, on doit rendre l'antenne. Oui, il y a un point noir, c'est que nos enseignants n'ont pas jusqu'à présent un statut particulier. Et donc, j'ai bien peur que ce potentiel humain qui est réduit. Il est de 21 enseignants, c'est tout. Et ils aspirent à avoir un statut particulier, au moins pour améliorer leur situation sociale. Et je lance un appel aux autorités pour qu'ils se penchent à ce problème-là. Très bien. Ouais. Eh bien, certainement, ils sont à l'écoute et ils feront quelque chose. Ils ont toujours réglé ces problèmes-là. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Béré, bon retour au Burkina Faso. Voilà. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, je rappelle aussi que cette année, le slogan de la Journée mondiale de la météorologie, c'est le soleil, la terre et le temps. Je vous laisse avec un plein soleil à Oran. Je ne sais pas quel temps il fait à
Alger. À vous, Mahrez, le sympathique Mahrez, vous allez le suivre jusqu'à la fin de Bonjour d'Algérie. Au revoir. Merci à vous, merci Mme Marlograss. Vous saluerez vos invités à partir de la station régionale ainsi que l'ensemble du personnel et des techniciens. Allez, camarades, comme annoncé ce matin, 2 invités, pas des moindres, ce matin sur notre plateau. Abdelhakim Beziani, bonjour, bienvenue à vous. Bienvenue sur le plateau. Professeur Mostefa Khiyati, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de l'invitation. Bienvenue, messieurs. L'un est journaliste, chercheur, communicant également. On vous a suivi dans plusieurs émissions radio et télévision. On sait que vous êtes un passionné de la musique classique algérienne, mais pas que, de l'ensemble des musiques algériennes. On sait que vous avez travaillé longtemps pour la communication dans certains secteurs. Aujourd'hui, vous êtes là en tant que journaliste, chercheur, mais vous êtes surtout là en tant que modérateur, que médiateur. On va en parler d'ailleurs ce matin avec vous. Mostefa Khiyati, alors vous êtes professeur, vous êtes président de la Forem, et ce matin on va parler de cette rencontre. Elle va se dérouler aujourd'hui, ça se passe à la librairie Mediabook, ça se trouve à Zabana. Aujourd'hui on a le luxe de pouvoir donner une adresse réelle. À l'époque on disait, tu descends d'Idouche, tu prends la première sur la gauche, tu as l'opérateur téléphonique, tu as une poubelle verte, et puis juste à droite tu as un petit jardin, une petite nakhla. Et on disait, c'est ça l'adresse. Alors qu'aujourd'hui, on peut se dire tout simplement que du côté de Zabana, il faut juste prendre le métro, s'arrêter à Khalifa Boukhalfa, et puis juste après, on tombera forcément sur la librairie Mediabook. Un acquis indéniable. Un acquis que l'on salue d'ailleurs. Comme cette librairie Mediabook qui appartient à l'entreprise nationale des arts graphiques que nous connaissons à travers sa production éditoriale, et l'intérêt surtout qu'elle accorde à la mémoire, qui nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes. Et l'invité donc de cet après-midi à 14h... C'est l'Agora du livre, hein, juste là. À l'Agora du livre n'est tout autre que notre ami le professeur Mostefa, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les plus importants à mon sens sont ceux consacrés à l'Émir Abdelkader. Il est devenu un spécialiste de ce résistant soufi, et aussi des livres qu'il consacre à la médecine, parce que d'aucuns font remonter la naissance de la médecine à la période coloniale, alors que depuis que le monde existe, il y a toujours eu une médecine, et l'Algérie sur ce plan peut figurer parmi les pays les plus en vue en matière de production de médecins de qualité. Et d'ailleurs, nous le vivons actuellement. Donc le livre qu'a réalisé l'ENAC donc avec notre ami le professeur a été consacré à la médecine durant la période coloniale. Ouais. Et donc je suppose que d'autres projets sont à l'honneur, d'autant plus que le professeur Khiyati nous revient tout frais et dispo de Paris, où il a donc participé donc à une rencontre, vente dédicace au niveau du centre culturel algérien à Paris. Vous avez présenté votre dernier livre, oui. On en parlait il y a quelques minutes, Les Irradiés algériens. Oui. En quelques mots, les irradiés algériens, même si aujourd'hui celui qui est à l'honneur, notamment dans cette agora du livre à la librairie Mediabook, c'est la médecine algérienne durant la période coloniale. Tout à fait. Les irradiés algériens. Les irradiés, c'est un livre qui est consacré au problème des essais nucléaires français en Algérie, oui. Qui n'ont pas eu, disons, l'intérêt voulu. Et c'est le premier livre consacré du côté algérien, ce qui est tout à fait anormal, ouais. 60 ans après les essais. Et donc, j'ai essayé dans ce livre-là de rappeler un peu toutes les contingences qui ont été à l'origine de ces essais, du choix de la région et surtout des retombées aujourd'hui, parce que, comme le livre donc le montre très bien, la France a utilisé du plutonium, sa demi-vie est de 24 000 ans. Cela veut dire que des milliers de générations dans le futur vont encore souffrir de ce problème-là, oui. et les gens ne sont pas conscients. Donc le livre permet de faire le point de la situation. Alors, mais que pense l'Algérie sur cette question? Parce qu'on reproche beaucoup à la France
d'avoir commis, ce qui à juste titre d'ailleurs, d'avoir commis ces essais nucléaires, d'avoir joué avec la santé et la vie de milliers de personnes dans les régions où ont été pratiqués ces essais nucléaires. Mais pour le côté algérien, on a fait quoi exactement pour ces populations? Pour le côté algérien, c'était un sujet tabou jusqu'en l'an 2000 pratiquement. Oui. Depuis l'an 2000, on en parle un peu, mais à travers essentiellement le ministère des anciens moudjahidines. Depuis, disons, un an à peu près, il y a un intérêt plus important puisqu'une commission nationale a été mise en place pour un peu faire le point de la situation. Parce que le problème qui reste, il y a des zones contaminées qu'il faut identifier et limiter, peut-être faire une décontamination dans le futur, parce qu'il s'agit de 100 000 km² au minimum. Et il y a également, d'un autre côté, des personnes qui souffrent, puisque les taux de cancer, on le dit, sont 2 à 3 fois plus importants au sud qu'au nord, mais pas que ça. Puis on parle également d'anomalies génétiques. Des études intéressantes ont été publiées à ce sujet-là. Il faut absolument faire une étude épidémiologique par les services de l'État pour voir justement et pour prouver la véracité de ces études qui ont été faites à l'étranger. Professeur Khiaté, alors ça pourrait être le sujet de votre prochaine rencontre de l'Agora du Livre. En attendant, ce qui se passe, c'est cet après-midi, la médecine algérienne durant la période coloniale. On n'en a pas assez parlé en fin de compte, parce que la médecine algérienne, si on devait parler de médecine de la région, parce que l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 2, 3, voire 4 siècles, la médecine dans ce territoire-là, elle existe depuis quand exactement? Est-ce qu'on peut juste la resituer de 1830 à 62, ou est-ce qu'on peut revenir bien plus... bien avant. Non, en fait, la médecine a toujours existé. Depuis que l'homme existe, il a eu besoin de traiter ses blessures, ses fractures, etc. Et donc, la médecine est apparue dans toutes les cités. Et elle s'est développée, aussi bien en Mésopotamie, qui est la première cité connue, mais également dans d'autres pays, et notamment en Algérie, puisqu'on retrouve des auteurs comme Apulé de Mador, qui a consacré un livre au sujet, déjà dans la période romaine, ensuite dans la période islamique, dans la période ottomane et dans la période coloniale. Les Français, bien sûr, en arrivant ici, ont avancé le fait de vouloir civiliser un peuple barbare. Et les deux apports les plus importants de cette civilisation, c'était la médecine et l'éducation. En fait, durant tout le 19e siècle, il n'y avait pas réellement de médecine. Et peut-être que la médecine algérienne était supérieure à la médecine coloniale, en ce sens qu'on a découvert les microbes qu'à la fin du siècle. Et donc tout ce qui se faisait avant, c'était, je vais vous donner 2 anecdotes uniquement, le choléra a été introduit en Algérie en 1835 par l'armée coloniale et qu'il a essaimé un peu partout lorsqu'elle s'est déplacée. Il y a eu comme ça des épidémies qui se sont succédées. Et pour lutter contre le choléra à Alger, les militaires français, comme le choléra a tué des centaines de personnes, ils étaient paniqués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené les canons, les militaires au milieu de la rue, ils ont commencé à tirer en l'air en pensant que c'était des humeurs, que c'était des esprits qu'il fallait abattre. Et donc ça s'est passé en 1835. Quelques années plus tard, lorsqu'il y a eu le typhus, également le typhus a été introduit par les Français. Comment? En envoyant des prisonniers qui ne se sont pas lavés durant des années, notamment les prisonniers de Sedan, en Algérie comme colons. Et donc, ils ont ramené avec eux le typhus. Le typhus a fait des épidémies. Et les médecins coloniaux ont conseillé aux colons qui ont été donc touchés par le typhus que pour prévenir cette maladie grave, épidémique, il fallait danser parce que c'était des humeurs. Et donc, il fallait bouger le corps. Et donc, après chaque enterrement, ils dansaient pour éviter d'attraper le typhus. C'est pour parler un peu des bêtises qui existaient au cours du 19e siècle. Donc, au cours du 19e siècle, la médecine algérienne était basée sur d'abord un régime méditerranéen avec l'huile d'olive, les légumes, des poissons et de la viande qui était cuite sur le feu. Donc, ce qui revient à ce qu'on appelle aujourd'hui le healthy food, c'est-à-dire la meilleure alimentation.
Français. Mais il y avait également les hammams, il y avait la rééducation qui était faite dans les stations qui existaient en Algérie, dans les différents hammams, mais il y avait également la marche, le cheval, etc. Donc il y avait tout pour conserver les gens. D'ailleurs, on avait pas mal de centenaires au cours du 19e siècle. Au cours du 20e siècle, c'est vrai que la médecine française s'est développée, mais elle s'est développée essentiellement au profit des colons, puisque les Algériens ont été exclus du système de soins. On a créé pour eux les infirmeries indigènes, les bouyout l'ouyoun, etc. Mais lorsqu'on voit la situation d'ailleurs, cette situation qui a été dénoncée même par les auteurs français, c'était catastrophique. Et lorsqu'on voit les taux de mortalité, on s'aperçoit que, par exemple, durant la guerre de libération, dans les camps de regroupement où il y avait 3 millions pratiquement d'Algériens, le taux de mortalité infantile était supérieur à 300 pour 1000. Oui. Ce qui était catastrophique. Ailleurs, donc, si on revient un peu, lorsque la conscription a commencé juste avant la Première Guerre mondiale, il y avait 30, 40, jusqu'à 50% des appelés étaient renvoyés en raison d'une misère physiologique, d'un état de santé pour des jeunes de 18 ans. Donc, ça veut dire que la santé était totalement catastrophique. Donc, le livre a essayé de faire le point sur cette situation-là. La France dit également qu'elle a formé des médecins. C'est vrai qu'il y a une école de médecine qui a été créée en 1857. Mais jusqu'à 1909, c'est-à-dire après plus de 50 ans... Elle était destinée à qui? On s'est aperçu qu'il y a moins de des Algériens qui ont été formés dans cette école, et l'essentiel, c'était des colons. Et en 1909, qu'est-ce qu'il y avait comme intellectuel algérien? Il y avait 11 médecins formés au niveau de l'Hexagone. Oui. Il y avait un ingénieur, Hamoud, qui a fait ingénieur en agronomie. Il n'a pas trouvé de travail. Il a été obligé d'aller faire droit pour pouvoir exercer et gagner un peu d'argent. Donc, on ne peut pas dire. De plus, l'Université d'Alger, en 1909, qui a été créée, a été en fait un sanctuaire du colonialisme, parce qu'elle a servi surtout à déculpabiliser le colonialisme des méfaits qu'il a commis. Notamment lorsqu'on voit par exemple certains projets de recherche qui ont été lancés, notamment par Porot, qui était à la tête de la faculté de médecine et qui était un psychiatre très connu à travers le monde, de l'aliénation de l'Algérien. Il a fait certaines recherches qui sont, lorsqu'on l'apprend aujourd'hui, c'est terrible. Par exemple, il demandait aux militaires français de lui ramener les cadavres, et il pesait les cerveaux des Algériens. Il ouvrait la boîte crânienne, il pesait les cerveaux. Et bien sûr que c'était des malnutris. Donc tous les cerveaux avaient un poids insuffisant. Et il comptait les ostrations qui existaient au niveau du cerveau en disant, voilà, vous voyez que les cerveaux ne pèsent pas lourd par rapport à ceux des Européens, et leurs ostrations sont réduites du fait de la malnutrition. Ouais. Lui, il conclut, ça veut dire qu'un Algérien, c'est un Européen lobotomisé. Donc il est incapable d'assumer des responsabilités. Donc vous voyez comment la science a été utilisée dans un but perfide pour un peu rabaisser l'Algérien et déculpabiliser en même temps les colons et les militaires français. Et ça va se dérouler cet après-midi. Vous êtes le médiateur de cette rencontre. Ce sera l'occasion d'en parler, d'en débattre. Qui seront vos invités cet après-midi? Alors, l'Agora est ouverte à tout le monde, donc à tous les citoyens qui veulent donc rencontrer un auteur. Le principe qui a été mis en scène par M. Hamidou Msaoudi, directeur général de l'ENAG, et moi-même, est tout à fait simple. C'est-à-dire que nous avons constaté qu'à l'occasion des salons du livre, il n'y avait pas de dialogue entre l'auteur et son lecteur, et nous avons donc estimé nécessaire de créer cette opportunité, par la même occasion, de donner l'occasion aux deux parties de se retrouver le temps d'une rencontre et d'une vente dédicace pour échanger de manière à ce que l'intérêt pour la lecture soit de plus en plus réel, participe justement à la reconstruction de ce pays, à un moment où la prise de conscience est efficiente, à un moment où des horizons certains se présentent à nous. Et il faudrait que ce chant choral que nous entendons chaque vendredi
puisse interpeller toutes les consciences, toutes les mémoires, de manière à ce que la réappropriation de l'identité historique et culturelle nationale puisse asseoir d'une manière irréversible l'unité de ce pays, et par la même occasion la reconstruction de notre culture, pour que, comme le disait si bien Mao Tse-tung, sans école rivalise, que sans fleurs, que sans roses fleurissent, de manière à ce que ce pays se retrouve enfin, renoue avec les traditions anciennes, puisque lorsque la France est arrivée en Algérie, comme souligné par mon ami Mostefa Khiyati, elle a trouvé un peuple lettré. C'est ça. Un peuple avec sa médecine et, comme le soulignent de nombreuses revendications du corps médical, notamment, que nous invitons à venir en force cet après-midi, pour que les choses soient rétablies, pour que la qualité prenne le dessus sur toute autre considération. Ouais, on se rappellera du discours honteux de l'ancien président français. Ça s'était déroulé à Dakar, où il parlait des bien-fondés de la colonisation. Je pense que vous vous en rappelez, c'était entre 2007 et 2012. C'était Nicolas Sarkozy qui avait, d'ailleurs, dans un long discours sur le continent africain, ce continent sur lequel, à qui nous devons tout et sur lequel nous nous trouvons, contrairement à ce auquel nous appartenons, parce qu'on a longtemps pensé qu'on était au Moyen-Orient ou au milieu de la Méditerranée. Et ben et il avait fait ce fameux discours honteux sur les bien-fondés de la colonisation. Aujourd'hui, votre livre, en tout cas, sur la partie santé, sur la partie médecine, prouvera le contraire. Il faudra y aller, il faudra être présent. Quelles sont, selon vous, la période avant-coloniale la plus intéressante, si on devait parler de la médecine ici en Algérie et des sciences ici en Algérie? De tout temps. Il y a eu l'école de Béjaïa, il y a eu l'école de Tlemcen. Il y a eu des instituts supérieurs qui formaient. On a trouvé, par exemple, des livres d'Égyptiens qui sont venus faire médecine à Tlemcen et qui ont écrit des livres. Il y avait également beaucoup d'Andalous qui venaient soit enseigner, soit apprendre dans ces régions-là. Il y a eu également pas mal de juifs, de médecins juifs qui sont venus pour participer et pour souvent apprendre la chirurgie à Tlemcen notamment. On a même dit que Léonard de Vinci est venu apprendre l'anatomie à Béjaïa. Donc il y a beaucoup d'informations sur... Pour revenir un peu au 19e siècle, parce que c'est très important, les Français eux-mêmes ont colligé les spécialistes de trépanation. Les médecins algériens savaient faire des trépanations. Lorsqu'il y avait des accidents, lorsqu'il y avait des problèmes, ils ouvraient la boîte crânienne et la fermaient correctement en traitant les personnes. Ils ont trouvé quelqu'un du mont Chachar, donc au sud de Constantine, qui avait fait 300 et quelques interventions d'ouverture de la boîte crânienne. Et les Algériens savaient, par exemple, traiter le bec de lièvre. En faisant des reprises. Et ils excellaient dans les fractures, dans les blessures, par arme, à tel point que Varny, qui était à un certain moment même maire d'Alger, a fait donc sa thèse sur le traitement traditionnel des blessures par balle, et qui était d'une efficacité redoutable. Les blessés de l'émir Abdelkader, comment ils ont été traités? Ils ont été traités par ces méthodes classiques, et la plupart ont guéri. C'est cela. En tout cas, le débat est à suivre. Ça se passe cet après-midi, c'est à quelle heure? Alors, c'est à 14h, mais pour mémoire, je voudrais signaler quand même qu'il y a un médecin qui a écrit un livre « Voyez nos armes, voyez nos médecins ». Tout à fait. C'est le docteur Ben Salem, que j'ai connu. Pour ne pas le désigner, que j'ai eu le plaisir d'éditer à l'époque, quand j'étais responsable des éditions à la SNED. Abdelhakim Meziani, merci d'avoir été parmi nous. Vous serez cet après-midi à l'Agora du livre Mediabook, à la librairie Mediabook. Merci professeur Khiyati, c'était un plaisir de vous recevoir, en espérant vous revoir très bientôt pour parler et de la Forem et continuer à débattre sur la santé. Quant à vous, professeur Meziani, vous revenez quand vous voulez. La dernière fois que vous étiez là, le débat avait été coloré, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission. Exact.
Merci encore, merci d'avoir été là. Mediabook cet après-midi, mesdames, messieurs, ce fameux débat, cette fameuse rencontre sur la médecine algérienne durant la période coloniale, cet ouvrage signé Mostefa Khiyati, avec notamment 80 livres à votre actif. Quant à nous, visite à la Casbah avec Feri El Hamdi, on se retrouve juste après avec Maya Amrani et Lounis Taoudia, voilà, c'est plutôt la boucle que l'on va voir tout de suite. Je tiens juste à signaler que vous ne me parlez pas à moi, vous êtes en train de parler au caméraman, j'entends rien. Alors, du coup, c'est Lounis Taoudia qui va nous parler d'une femme centenaire d'ailleurs avec Maya Amrani. Ce sera l'occasion de revenir un peu sur cette thématique. Allons-y. Allez, on est de retour, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Mahrez, bonjour à vous tous et bienvenue à notre invité. Attendez, Lounis Taoudia, quand il dit bonjour, il faut lui dérouler le tapis rouge et le laisser sortir sa grande phrase. Lounis Taoudia, bonjour. Bonjour, c'est trop pour moi un bonheur, un plaisir d'être sur le plateau de Canal Algérie. J'aime bien votre nouveau look en tout cas. Ça, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Je vous l'ai déjà dit. J'aime bien votre look. Vous êtes distingué, beau. Eh bien, j'en suis flatté. Eh bien, très bien. Madame. Voilà, Monsieur Louni rajeunit, lui, auprès des personnes plus âgées et des personnes dont il s'occupe avec beaucoup de fierté, beaucoup d'amabilité, la mémoire qui nous reste. En tout cas, nous allons parler ce matin d'une dame, une dame qui est vraiment dans un âge très avancé, mais qui est magnifique. Vous savez, Mahrez, on l'a quittée avec beaucoup On avait peine à la quitter tellement elle était agréable et magnifique. Une mémoire extraordinaire. Elle parlait d'elle, de sa naissance, de la Casbah, avec beaucoup de nostalgie. Absolument, absolument. Et vous l'avez rencontrée comment, monsieur Alors, Louni? nous l'avions rencontrée en 2012. C'est un ami à son fils que nous avions connu, qui est venu d'étranger d'ailleurs, qui venait d'éditer un livre, avec la collaboration de l'association Kader Ben Amara, qui vit à Vienne, en Autriche, qui est cadre supérieur au niveau de l'OPEP. Donc il a rencontré, il a comme ami le fils de Rachid, le fils de cette dame, Laila qu'on appelle. Oui. Bon, alors, il l'a invité pour fêter son centenaire. Il m'a appelé, en disant, voilà, demain, écoute, là, je ne te lâcherai pas. La mémoire, c'est la vocation de l'association. C'est un travail que nous accomplissons au jour le jour. Moi, il nous faut absolument un contact. C'est comme ça que nous l'avions connu. Vous l'avez connu. Alors, pour que tout le monde fasse connaissance avec Lawardia ce matin, Mahrez, nous allons passer donc d'abord le reportage que nous avons fait avec elle. Vous allez mieux comprendre et découvrir le personnage. On parle, voilà. Allez, Lawardia, portrait signé Maya Amrani. يمك سمتك علي واسمعني عاني يا زهرة في العقد يا نقص خب خالي ديري حق طبيبة يداوي حالي هذاك فرج حليل ونغطيك بيضاري يعيشك. برافو.
Merci beaucoup. En souvenir de la Wardia, à l'aurore de 107 ans. Ce livre consacré à Al-Hajj Mrizaq. Dans une ambiance festive, nous avons retrouvé la Wardia entourée des membres de l'association Les Amis de la Rampe Louni Areski à la Casbah. À travers celle que nous appelons affectivement, avec tendresse, maman. Lui avons célébré un hommage en 2012. Il est né en 1912. Oui. Lui avons célébré un hommage, c'est le centenaire qui a fait sensation et qui a fait date. Alors, tout le monde était, nous avions tenu à le célébrer devant le saint protecteur d'Alger, Sidi Abdelrahman, au palais El Minzeh. Elle est venue, elle était là-bas. Je vous assure que c'est une journée inoubliable, une journée où on a voyagé au bout de la mémoire. La Wardia, plus que centenaire, aime rire, elle communique, elle partage et évoque des souvenirs. 106 ans et 6 mois. Allah يبارك. ربي يطول في عمرك. Alors, vous êtes né à quelle date? Je suis né le 1er octobre 1912. 1er Par octobre. ici, la fête à 10 h du matin, un samedi, pareil. Où vous êtes né? À la rue du Chameau. Rue du Chameau. Rue du Chameau. Ça se trouve où? Je me suis voir les yeux à la rue du Chameau. J'étais l'aîné de ma mère. L'aîné de votre maman. Et ça se trouve où, la rue du Chameau? À la Casbah. Ah, la Casbah. À la Casbah, la dernière maison avant Babizide. D'accord. C'était une maison neuve de 4 frères, 2 sœurs et 2 garçons. Pour cette femme qui vient du siècle dernier, où les cosmétiques étaient méconnus, les années n'ont rien effacé de sa beauté. Et comme vous n'avez pas de lecture. Oui. Les livres. J'ai la platine, mais je n'ai pas la plume. Ah, ben c'est bien. C'est bien de pouvoir parler. Oui, mais quand on n'a pas la plume, quand je parle, on me dit « Oh, à quel degré? À quel degré ?» Quel degré d'instruction? Quel degré du baquet. C'est magnifique. Du baquet, la luciveuse. Son centenaire fut largement fêté par cette même association qui lui voue une grande admiration. Il y a le mois du patrimoine qui s'annonce. Nous allons célébrer une action au cœur de la Casbah et ça sera une surprise. Eh bien, une surprise, ça l'a été. Pourquoi? C'est une soirée musicale avec l'un des plus grands trompettistes du monde, Sami Malouf. Sami Malouf, avec son fils qui avait l'âge de 13 ans. Eh bien, on a célébré une soirée mémorable où maman était présente, entourée de tout le monde. Et en plus, je viens de trouver à l'instant même une photo historique. J'avais remarqué, ce jour-là, je l'ai en mémoire, la grande Moudjahida, Annie Steiner, ne l'a pas lâché d'une semaine. Wardia vit toujours dans la nostalgie de sa Casbah bien-aimée. Voilà. On clôture le reportage. Voilà. Quel sourire. Oui. Quel sourire. Elle a 107 ans. 107 ans et une mémoire. Elle donne sa date de naissance avec plaisir. Oui, et une mémoire, vraiment une mémoire extraordinaire. Ouais. Peut-être meilleure que la mienne, parce qu'elle sait à quelle heure elle est née, le jour, c'était un samedi, l'année, etc. Le lieu,
mémoire prodigieuse, Extra. qui est en même temps un appel. Oui. C'est cette femme du 4e âge, dirais-je. Vous savez, il y a dans toutes les régions d'Algérie, ça recèle la mémoire collective de l'Algérie. Autant nous faisons appel à nos gérontologues. Notre association travaille sur la mémoire. Rapprochez-vous de ces personnes. Alors, nous lui avons demandé justement quel était le secret de sa longévité. Voilà. Et elle nous a répondu beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et moins de viande. Une bonne alimentation. Une bonne alimentation. Mais elle nous a raconté qu'à l'époque, les légumes et les fruits avaient tout à fait un autre goût, que maintenant, ils n'ont plus le parfum d'autrefois, ni le goût d'autrefois. On parlait du bio. Oui. Du bio actuel. Elle est avec Anis Tener, là Oui. Là, elle est pour son centre. Là, elle est avec Anis Tener. Voilà. C'est le jour de la commémoration. De son ça centenaire. a été organisé en son honneur en partenariat. C'est l'Institut français qui a demandé à organiser cette soirée en son honneur à la Casbah dans le cadre du mois du patrimoine. D'accord. Voilà. Et elle est regardée, on dirait une reine. Voilà, elle est entourée, magnifique. elle a... Il y a deux comédiens, il y a Sidi Ben Salem et Rabia Hamid. Ouais. Voilà. Elle a beaucoup d'humour, Voilà, elle est beaucoup de noblesse, elle est vraiment C'est à son arrivée au Pas del Menza, toute heureuse. Oui. Et elle s'est mariée, elle n'avait que 14 ans. Oui. Elle a perdu ses parents à 5 ans. Et elle a grandi là où, à la Casbah, là où elle est née, en apprenant la broderie, le tissage et l'art culinaire. Ce qui est extraordinaire en cette dame du 4e âge, c'est sa mémoire prodigieuse. Notre culture, la culture algérienne est une culture d'oralité. Alors des personnes du 4e âge recèlent des trésors inouïs et un capital précieux de la mémoire collective de l'Algérie. Vous savez, j'ai approché beaucoup de poétesses dans toutes les régions d'Algérie. De cet âge-là, 80 ans, 85 ans, je vous assure qu'elles m'ont fait redécouvrir des pans entiers de l'histoire de résistance de l'Algérie. Extraordinaire. Alors, à nos gérontologues, vous prenez contact avec notre association et allons sur le terrain constituer ce capital mémoriel d'une très grande importance. Oui, parce qu'elle a une mémoire très riche en souvenirs. Absolument. Et elle a une nostalgie de la Casbah vraiment énorme. On ne pouvait pas mettre tout dans le reportage, mais elle parlait avec facilité, on l'écoutait avec beaucoup d'attention, elle est très attachante. C'est grâce à vous qui aviez eu une démarche extraordinaire que j'ai beaucoup appréciée. Vous aviez su faire part d'une personne du 4e âge à l'âge de 107 ans. Je vous assure que j'ai essayé moi-même, je ne suis pas parvenu. Merci. Oui, parce que elle-même, elle dégage beaucoup d'humilité. Elle a été mise en confiance et surtout que c'est une femme très affective. Elle a son souhait, c'est ce qu'elle n'a pas cessé de répéter. Tout cela, tout ce que je vous dis est un legs. Transmettez-le, la transmission. Transmettons notre culture à la jeunesse et aux générations montantes qui en est avide. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, elle nous invite à aller lui rendre visite parce qu'elle nous dit qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter. Et on y retournera, ça c'est certain. Elle m'a rappelé pas plus tard qu'hier en insistant pour ramener Madame Maya Amrani qu'elle voudrait revoir. Mais ça sera avec plaisir. Voilà. J'irai la voir et vraiment. Elle m'a dit j'ai tant de choses encore à lui raconter. Pour aller lui rendre visite aussi, vous allez l'aimer, n'est-ce pas, Mahrez? Bien sûr, avec plaisir. Elle est magnifique, elle est attachante. Une précision, Mahrez, nous lui avons offert comme cadeau un livre de Hadj Moulezak, écrit par Abdelkader Ben Damash, préfacé par moi-même. Pourquoi? C'est une symbolique. Hadj Moulezak est né. Elle est née le 1er octobre de 1912. Et Hadj Moulezak est né le 18 novembre 1912. Voilà, merci en tout cas pour tout cela. Elle a des souvenirs vivaces de la Première Guerre mondiale 14-18. Tout comme elle. Voilà. Merci encore, merci d'avoir été là, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous revoir bientôt. Louni Saïtaoudia, merci Maya. Merci. Allez camarades, ciao. À demain.